Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le premier épisode du podcast La Gironde en commun. La Gironde en commun, c'est le nom d'un collectif de citoyens et citoyennes qui s'engagent au quotidien pour construire la Gironde de demain. Ce sont aussi des femmes et des hommes qui ont envie de vous représenter au sein du département. Vous, Girondines et Girondins, pour soutenir vos actions et vous encourager dans vos projets. Proximité, solidarité, prendre soin, ce sont les valeurs que nous portons. Jean-Luc Glaise est à la tête de ce collectif, et c'est lui que vous allez écouter dans ce podcast. Quel est son parcours ? Quelles sont ses valeurs, sa vision et ses projets pour la Gironde ? Il vous racontera tout cela en quelques épisodes. Pour inaugurer cette série, nous lui avons demandé de se présenter, lui, son parcours et ses ambitions pour la Gironde de demain. Bonne écoute. Bonjour Jean-Luc Glaise. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Jean-Luc Glaise, vous êtes donc président du département de la Gironde depuis 2015, mais c'est pas tout. Vous avez fait plein d'autres choses avant. Vous avez eu une vie, une carrière, une enfance évidemment, car même si on a tendance à sacraliser comme ça nos élus, ils sont finalement des gens comme tout le monde, et donc on va essayer d'apprendre à vous connaître un peu mieux. Donc vous êtes né le 16 juin 1962. Ok, à la maternité de Bazas. Bonne réponse. Vous êtes originaire de Capcieux, dans le sud de Gironde, vous habitez toujours. Vous avez grandi à Capcieux, vous avez fait votre école à Capcieux, etc. Et vous avez grandi du coup dans une famille ouvrière. Vous êtes le petit dernier de la famille, le troisième enfant. Oui. Ils faisaient quoi vos parents dans la vie ? Mes parents étaient ouvriers, donc ma maman empilait des planches dans une scierie. Et mon papa, lui, les transportait dans un camion jusqu'à Bordeaux, puis revenait ensuite à Capcieux, etc. Voilà, donc c'était vraiment un milieu extrêmement modeste d'ouvriers. Je suis effectivement le dernier, mais je suis surtout très retardataire, puisque mes sœurs ont 16 ans et 14 ans de plus que moi. Vous suivez un début de scolarité assez classique, donc école publique de Capcieux. Vous étiez quel genre d'élève ? Est-ce que vous étiez le petit bout d'un train au fond de la classe près du radiateur ? Non, j'étais plutôt, je pense, quelqu'un qui travaillait d'abord parce que mes parents, ma mère en particulier, suivaient attentivement mes devoirs de manière à ce que j'ai appris mes leçons. Donc j'étais plutôt assez rigoureux et assez engagé sur les études elles-mêmes, enfin sur les classes et les cours. Par contre, j'étais bavard et donc souvent un petit peu perturbateur parce que j'avais toujours des choses à dire à ceux qui se trouvaient à la table à côté ou à la table derrière moi. Et donc j'étais un bon élève, mais plutôt dissipé. Vous êtes alors au collège ensuite, Ozone à Bazas. Mmh. Ce même collège dont vous inaugurerez la restructuration plus tard en tant que président du département. Mmh. Oui, ça a été une très belle émotion parce que, en fait, j'ai inauguré ce collège 2 fois, ce qui est très particulier. Je l'ai inauguré une première fois en tant qu'élève, en rentrant en 4e dans ce qui était à l'époque le nouveau collège, qui était absolument magnifique et merveilleux, puisqu'avant nous étions plutôt dans des préfabriqués. Et je l'ai donc réinauguré il y a, je crois, 2 ans. Puisqu'il a été donc complètement restructuré. Et donc, cette nouvelle inauguration était un moment émouvant parce que ça évoquait tous les souvenirs de mon arrivée à l'époque dans ce collège en 4e. Et j'avais d'ailleurs demandé à l'architecte de garder une trace de quelque chose qui nous avait, je crois, tous marqués, les collégiennes et collégiens. C'était le carrelage. Et donc, l'architecte s'était engagé à garder une petite partie de ce carrelage comme un petit peu Madeleine de Proust. Et en fait, ce carrelage reste dans un des accès au sanitaire. Il a été conservé de manière à ce qu'on puisse garder la mémoire de ce qu'était le collège avant qu'il n'ait été rénové. Et donc du coup, vous aimez le théâtre, vous aimez la littérature. On se serait dit, il va continuer dans cette voie-là. Et pourtant, non. En fait, pour être très clair avec vous, j'ai commencé en seconde une filière scientifique que je ne souhaitais pas, que je ne désirais pas, mais qu'un professeur de mathématiques de 3e avait pensé être mon parcours naturel. Donc, comme je suis quelqu'un d'assez têtu dans ma manière de fonctionner, je n'ai pas très bien travaillé dans les matières scientifiques. J'ai beaucoup travaillé dans les matières littéraires, ou l'histoire géo, les langues, etc. Et donc, en fait, évidemment, en première, il a fallu me réorienter sur une filière littéraire. Ça tombait bien, c'était ce que je voulais. Et donc là, je m'étais passionné pour les langues, notamment, et j'avais plutôt envie d'être peut-être à terme traducteur. On disait à mes parents à l'époque qu'il n'y aurait pas d'avenir et pas de débouché
Effectivement, mes parents se sont dit que c'était peut-être pas la bonne solution. Et à ce moment-là, je crois que le conseiller d'orientation, certains professeurs nous ont parlé de sciences politiques, de l'IEP, l'Institut d'études politiques, à Bordeaux, en disant que c'était certainement une filière qui était plus porteuse, qui pouvait être intéressante pour moi. C'est la raison pour laquelle je me suis orienté ensuite vers l'IEP, Sciences Po. Et finalement, vous vous y sentez pas si bien? Non, je ne me suis pas senti très bien. L'IEP, à l'époque, était très marqué, très sélectif au niveau des classes sociales. Je n'y ai pas forcément trouvé non plus beaucoup d'intérêt dans les études elles-mêmes, qui ne me convenaient pas particulièrement. Et donc, j'ai été un petit peu en situation d'interrogation sur moi-même, sur ce que j'avais envie de faire, jusqu'au moment où j'ai pris la décision, tout simplement, d'arrêter mon cursus universitaire et d'aller travailler. Et lorsque j'ai été recruté, eh bien, il a fallu l'annoncer. Et lorsque je l'ai annoncé, effectivement, pour mes parents, c'était une situation un peu particulière, puisque j'arrêtais mes études et je pense qu'ils avaient espéré beaucoup plus de moi. Mais par contre, je venais travailler sur Captieux, donc quelque part, je me rapprochais d'eux. Donc je crois que c'est quelque chose qui a un petit peu compensé la décision. Est-ce que vous aviez un plan à ce moment-là? Est-ce que vous aviez anticipé tout ce qui vous est arrivé finalement par la suite? Pas du tout. Pas du tout. En fait, donc j'ai été embauché très exactement à la mairie de Captieux, où je travaillais en fait les étés depuis plusieurs années pour financer notamment un peu mes études universitaires. Et non, je n'avais pas du tout d'idée précise. Je savais qu'à la mairie, on était au service des autres, donc il y avait l'envie d'être au service du public, d'être au contact des gens aussi, que l'on pouvait aider. Donc c'est quelque chose qui m'avait intéressé en tant que tel. J'ai vraiment découvert en fait mon appétence pour le service public au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que j'ai appris le métier de fonctionnaire territorial. Et c'est plutôt après que je me suis révélé et que j'ai mieux compris qui j'étais et pourquoi j'étais là. Comment vous définiriez le service public ? Le service public, moi je trouve que par définition, il est l'attention portée à toutes celles et ceux qui, à un certain moment de leur vie, ont besoin d'un accompagnement, ont besoin d'une aide, ont besoin d'un soutien. Donc c'était vraiment une réponse très concrète, très quotidienne aux besoins des personnes. Et donc je trouve que ce côté attention à l'autre et très concret et quotidien fait, à mon avis, l'essence même du service public. Oui, vous étiez déjà dans le prendre soin, en fait, en vous lançant dans cette carrière. C'est ça, sans l'avoir formulé comme ça à l'époque, mais c'était vraiment l'envie d'être à l'écoute, de servir les autres, de pouvoir les aider. Voilà, je crois que c'était une forme d'altruisme qui était en moi et que j'avais besoin d'exprimer par ce métier-là. Et par ce métier-là, c'était une porte que vous avez poussée comme ça et vous avez traversé tous les couloirs, puisque vous avez été donc secrétaire de mairie, directeur des communautés de communes, vous devenez directeur du CIVU Petite Enfance à Senon-Lurmont. Est-ce que vous en êtes fier de ce parcours ? Oui, alors je ne sais pas si c'est une fierté, c'est surtout la satisfaction d'être parti du bas de l'échelle, d'avoir compris la vie, le métier, le monde autour de moi à partir de cet ancrage très, très concret, très modeste au départ. Mais en tout cas, voilà, c'est au moins une satisfaction d'être parti d'en bas pour aujourd'hui être mieux à même de comprendre toutes celles et ceux qui travaillent autour de moi ou toutes celles et ceux aussi que je reçois et qui, quel que soit leur niveau social, méritent d'être considérés comme tout le monde. Quand on me dit « vous êtes un politique », c'est un mot que je n'aime pas. J'aime bien, je suis élu avant tout. C'est ça qui est important. Un élu fait de la politique, bien évidemment. Mais d'abord, je suis élu, c'est-à-dire je ne suis ici que parce que je suis représentant ou représentatif d'une population qui a fait le choix de m'élire pour les incarner. Et alors, à quel moment, dans ce parcours de vie, vous vous êtes dit « Tiens, peut-être que justement, être élu, c'est quelque chose pour moi. Être élu, c'est quelque chose qui m'intéresse ». Alors en fait, c'est pas moi qui me le suis dit. Alors qui vous l'a dit ? Alors très clairement, c'est Marc Lalanne qui était alors maire et conseiller général du canton de Captieux, qui était le canton le moins peuplé de Gironde, avec 2300 habitants, qui en août 2003 m'indique qu'il ne se représentera pas en mars 2004 pour les élections départementales, enfin cantonales à l'époque, et donc me propose de me présenter pour prendre sa place. Et donc j'ai mis 4 mois pour me décider. Parce que quand on a été secrétaire de mairie, quand on a été près des maires ou des conseillers généraux, puisque ça avait été le cas,
on prend l'habitude de rester dans l'ombre, de préparer les discours, de préparer toute l'organisation, toute la matière qui peut servir à l'élu, mais sans jamais se placer sur le devant de la scène. Et donc, c'était un choix difficile pour moi. J'ai finalement décidé de me présenter. Voilà, donc je me suis présenté, mais sans en avoir rêvé précédemment, sans l'avoir souhaité précédemment. Donc, c'est ensuite un cheminement personnel qui m'a amené à me présenter en 2004. Donc Marc Lalanne, la personne qui du coup vous a poussé un peu sur le devant de la scène, puisque jusque-là vous étiez bien présent mais dans l'ombre, dans les coulisses. Et il me semble que vous avez eu un deuxième mentor un petit peu dans cette histoire, Jean Sangaud. Oui. Alors en fait, Jean Sangaud était, Jeannot, puisqu'on l'appelait comme ça, était secrétaire de mairie et avait été conseiller général aussi. Donc moi, c'est lui qui m'a embauché en 1983, avec Marc Lalanne d'ailleurs, tous les deux. Donc c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup parce qu'il m'a appris à la fois évidemment le métier, il m'a aussi sensibilisé aux questions plus politiques puisqu'il était vice-président du département, lui, à l'époque. Donc voilà, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup à ce titre. Je ne l'ai connu que 7 ans véritablement, mais ça a été une rencontre extrêmement importante dans ma vie. Et Marc Lalanne donc, a poursuivi aussi cette éducation moins professionnelle puisqu'il n'était pas secrétaire de mairie lui, mais politique en l'occurrence, ou en tout cas sur l'apprentissage de ce qu'est un élu, à quoi il sert, comment travailler sa proximité avec les citoyens. Voilà, donc ce sont effectivement 2 hommes qui ont été déterminants quelque part dans mon parcours de vie, parce qu'ils ont beaucoup influé sur les choix que j'ai pu opérer. Et donc la suite, on continue toujours votre parcours, hein. On arrive au 2 avril 2015. Un jeune de la cité Monnier de Capcieux, conseiller départemental de l'ex-plus petit canton de la Gironde, prend les rênes du plus grand département de France métropolitaine. C'est un sacré clin d'œil, non, à l'histoire un petit peu, tout ça. Oui, c'est un clin d'œil. Et là aussi, alors c'est amusant parce que quand je récapitule un petit peu les étapes, j'ai le sentiment, d'une certaine manière, où mon destin m'a échappé, où il m'a happé sans véritablement que j'en fasse le choix. Concernant la présidence, ça n'était pas non plus un objectif pour moi. C'était même pas une éventualité quelques jours avant le 2e tour des élections départementales de 2015. Et là, encore une fois, c'est un ensemble de collègues qui me sollicitent en me demandant me proposant de prendre la fonction de président, parce qu'ils estiment à ce moment-là, c'est donc le départ de Philippe Madrelle, c'est quelqu'un qui a été président de 36 ans, donc la question de la succession est forcément un sujet difficile. De ce que je comprends de la demande qui m'est exprimée donc 4 jours avant le 2e tour de la part de ses collègues, c'est que je peux être celui qui peut faire consensus. D'abord parce que j'incarne, je pense, le tissu rural et que c'est une ADN forte qu'a porté Philippe Madrelle en refusant une Gironde à 2 vitesses. Bref, c'est quelque chose qui me tombe dessus là aussi sans je l'ai du tout souhaité. Et donc évidemment, je sollicite d'abord mon épouse parce que c'est quand même à chaque fois une affaire de famille. Quand on s'engage en tant qu'élu, on entraîne aussi sa famille forcément dans l'aventure et évidemment dans le temps qu'on ne passera pas notamment avec elle, avec cette famille. Et donc le 2 avril, effectivement, une semaine plus tard, une semaine après ce déjeuner au cours duquel j'ai été sollicité par mes collègues, je deviens président du département de la Gironde. Donc effectivement, j'étais conseiller général d'un canton de 2300 habitants et je me retrouve tout d'un coup à la tête d'un département très vaste, effectivement, mais aussi avec 1 600 000 habitants. Oui, c'est pas la même chose. Ça n'est pas tout à fait la même échelle. Et est-ce qu'on met du temps à trouver ses marques quand on arrive comme ça, après 36 ans de Philippe Madrelle, qui avait une identité, comme vous l'avez dit, très forte? Alors, on met du temps d'abord à devenir légitime aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que intéressant, la première année, pratiquement, les gens viennent vous trouver en vous disant « alors, c'est pas trop dur, etc. Tu y arrives ». Donc, sous-entendu, est-ce que tu vas avoir les épaules suffisantes pour pouvoir assumer la fonction ? Donc, c'est évidemment un peu troublant, mais on est soi-même troublé parce qu'on apprend, parce qu'on essaie de trouver sa place, de trouver son rythme, d'impulser son action, de constituer ses équipes, etc. Donc, tout ça est quand même un peu difficile, inévitablement. Je dirais qu'il faut 1 année et demie pour arriver à commencer à se sentir à peu près légitime, y compris auprès de ses collègues. Parce que je me suis retrouvé quand même président de collègues avec lesquels j'étais précédemment vice-président.
Et puis après, c'est le terrain, c'est les rencontres, ce sont toutes les visites que j'ai pu faire ici ou là qui progressivement m'amènent à connaître les maires, à connaître les conseillers municipaux, à rencontrer des personnes dans les associations et progressivement à imprimer sa marque, à dessiner son image, l'image de ce que l'on est dans la fonction et progressivement à passer à une nouvelle période, à une nouvelle étape de la vie départementale et y compris de la manière d'exercer la fonction de président. Et aujourd'hui, vous vous sentez légitime ? Oui, aujourd'hui, je crois que... Vous savez, moi, je crois beaucoup à la preuve par les faits. Je pense qu'on peut toujours s'imaginer, s'inventer une légitimité. Elle n'est acquise que lorsque vous avez travaillé, que lorsque vous avez démontré, que lorsque vous avez agi. Je ne dis pas là, et je dis toujours que je suis plus fait de doutes que de certitudes. Je ne dis pas que nous avons tout bien fait certainement, mais par contre, je sais que nous avons avancé. Je sais qu'il y a des lignes de force qui ont été tracées au cours de la mandature. Je sais aujourd'hui ce qui singularise l'action publique que nous avons portée collectivement, certes moi-même, mais beaucoup aussi avec mes collègues. Et donc je trouve qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de marqueurs qui permettent de dire que la présidence Jean-Luc Gleizes, elle a des spécificités, des particularités, à la fois sur le fond et sur la forme. Et donc, progressivement, c'est à mon avis ce qui construit la légitimité d'un président ou d'une présidente. Votre mandat touche donc à sa fin. Est-ce que vous allez vous représenter ? Écoutez, 6 ans, c'est long et court à la fois. Ça permet de construire un certain nombre de choses, de politiques publiques, de changer des choses en Gironde. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et donc, des élections auront lieu en juin et je serai à nouveau candidat à ces élections. Et si nous parvenons à maintenir notre majorité départementale, ce que je souhaite, eh bien, j'envisage évidemment pour les 6 ans qui viennent de poursuivre le travail entrepris et d'aller plus loin, plus vite, plus fort pour faire en sorte que la Gironde soit à la hauteur des enjeux qui se présentent à elle. Merci Jean-Luc Gleizes. J'espère que nos auditeurs auront appris à mieux vous connaître. C'est un parcours plutôt singulier que vous nous avez présenté. Merci encore et à bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous, à très bientôt.